Tu sais, la NASA n'explore pas seulement les étoiles, les planètes, les galaxies et les trous noirs. C'est difficile à croire, mais c'est vrai. L'agence américaine fait aussi des découvertes ici, sur notre planète. Alors, qu'est-ce que la NASA a découvert récemment? Y a-t-il de la vie sous la glace? Après avoir analysé des données, ils ont révélé que quelque chose d'incroyable se cachait sous la glace de l'Antarctique. Et cette découverte ne change pas seulement tout ce que nous savions sur l'ensemble du système hydrique de la Terre, mais elle pourrait aussi aider dans nos recherches sur la vie dans l'espace. L'existence de l'humanité pourrait dépendre de notre compréhension de l'Antarctique et de ses secrets. Ces récentes découvertes révèlent donc des informations vitales pour notre survie. Mais avant de continuer, voyons ce que tu sais de cet endroit où tout n'est que glace à perte de vue. L'Antarctique est l'un des 7 continents de la planète, situé dans l'hémisphère sud. C'est le 5e plus grand continent en termes de superficie totale. Cela signifie qu'il fait presque 2 fois la taille de l'Australie. Tu veux voir de vrais météorites? Va en Antarctique. Grâce à son climat sec, l'Antarctique est l'un des meilleurs endroits au monde pour observer l'espace. Mais ce qui est encore mieux, c'est que tu peux trouver des météorites dans la surface blanche du continent. Les scientifiques ont déjà extrait environ 45 000 météorites de la glace. Et ils pensent en avoir détecté au moins 300 000 autres. Comme il n'y a pas beaucoup de roches sur ce continent, il est assez facile pour eux de les repérer grâce à leur couleur sombre. L'environnement sec et désertique de l'Antarctique favorise aussi leur préservation, même celles qui sont tombées sur Terre il y a plus d'1 million d'années. Et peux-tu imaginer une activité volcanique en Antarctique? Difficilement. Pourtant, c'est bien l'endroit où le feu rencontre la glace. C'est en Antarctique occidentale que l'activité volcanique est la plus importante. Les scientifiques ont récemment découvert qu'il existe 138 volcans rien que dans cette partie du territoire. Eh oui! Tu crois probablement qu'il fait toujours très froid en Antarctique, mais non. Ces régions côtières peuvent atteindre une température de 10 degrés Celsius. Mais t'es-tu déjà demandé à quoi ressemblerait l'Antarctique s'il n'y avait pas de glace? Cela peut sembler inimaginable maintenant, mais ce continent n'a pas toujours été recouvert de glace. D'accord, c'était il y a 34 millions d'années. Donc jusqu'à présent, personne ne pouvait savoir à quoi ressemblerait sa surface sans la glace. Mais la NASA a remédié à cela. Ils ont créé des simulations informatiques et ont dressé la carte la plus précise du continent à ce jour. Et ce qu'ils y ont vu est incroyable. Le continent n'est pas du tout plat comme on le croyait auparavant. Il est plutôt bosselé avec des vallées, des plaines ondulées et de hautes montagnes. Mais ce n'est rien à côté de ce qu'ils ont découvert sous la glace de l'Antarctique. Alors, qu'est-ce que c'est? Roulement de tambour, s'il vous plaît. La NASA a trouvé 2 nouveaux lacs subglaciaires. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'ils ont repéré ces lacs depuis l'espace. Comment est-ce possible? Si ta réponse est grâce à des satellites high-tech, alors tu as raison. En 2003, la NASA a lancé un satellite appelé IceSat, qui a mesuré la masse de la calotte glaciaire et la hauteur des nuages et des aérosols. Le satellite a aussi permis de créer cette carte de l'Antarctique sans glace. En 2010, l'Agence spatiale européenne a lancé un 2e satellite, Cryosat 2. Son objectif, suivre les changements d'épaisseur de la glace. Puis, en 2018, la NASA en a lancé un 3e, IceSat 2, pour prendre la relève d'IceSat. Il a mesuré l'élévation de la calotte glaciaire et l'épaisseur de la glace de mer. Il s'agissait du laser d'observation de la Terre le plus avancé de la NASA. Il a fourni des données de la plus haute précision. Et lorsque ces données ont été combinées avec celles des autres satellites, il a été possible de repérer ces 2 nouveaux lacs près de 2 autres de plus grande taille. Mais d'abord, comment est-il possible que ces lacs existent? L'épaisseur moyenne de la plupart des glaces de l'Antarctique est d'environ 1,9 km. Cependant, elle peut atteindre plus de 2,8 km d'épaisseur à certains endroits, surtout en hiver. On pourrait donc se dire qu'il n'y a rien en dessous. Mais la science nous dit le contraire. Ce n'est pas vraiment visible à l'œil nu. Pourtant, la glace du continent s'écoule lentement, mais constamment, et ce dans différentes directions sous la pression de sa propre masse. Mais pendant de nombreuses années, les scientifiques ne comprenaient pas comment l'eau se déplaçait. Cela a commencé à changer en 2007, lorsque les données recueillies par l'IceSat ont permis de comprendre ce qui se cache sous la surface.
Ils ont découvert pour la première fois un réseau de lacs d'eau de fonte, tous connectés sous les courants de glace rapide de l'Antarctique. Et il y en avait des centaines. La glaciologue Hélène Amanda Fricker de la Scripps Institution of Oceanography a émis l'hypothèse que les changements d'élévation mesurés par l'ICESat se produisaient en raison de la dynamique de ces lacs. Ils ne retenaient pas l'eau de fonte de façon statique. Au lieu de cela, ils se remplissaient et se vidaient continuellement au fil du temps grâce à un système de canaux. Et au fur et à mesure, la glace au-dessus se soulevait et s'effondrait. Mais où allait toute cette eau ? Dans l'océan, bien sûr. Et il s'en écoule beaucoup. Une étude récente, coécrite par Fricker, a révélé que l'écoulement des eaux d'un lac déverse pas moins de 750 milliards de litres dans l'océan en seulement 3 jours. D'innombrables mystères concernant les phénomènes naturels attendent encore d'être résolus. Mais la découverte de ces 2 nouveaux lacs donne aux scientifiques une meilleure idée de la vitesse à laquelle la calotte glaciaire de l'Antarctique se modifie à mesure que le climat se réchauffe, ainsi que de la façon dont cela affecte les courants océaniques et l'élévation du niveau de la mer. Le cycle de remplissage et d'écoulement des lacs provoque également des fissures et des crevasses sur la couche de glace. Les informations que les chercheurs trouveront dans ces nouveaux lacs leur permettront donc de mieux comprendre ce qui se passe à la surface de la glace. Ils pourront aussi évaluer comment ce système de remplissage et d'écoulement influence la vitesse à laquelle la glace glisse dans les océans et les mers. Et cela signifie qu'ils pourront évaluer comment l'eau douce ajoutée peut modifier les écosystèmes marins. Cette découverte peut également nous permettre de savoir si la vie existe sous la glace. Génial! Les scientifiques ont foré à environ 1068 mètres dans la glace et ont découvert que les échantillons d'eau prélevés dans l'un des lacs contenaient environ 10 000 cellules bactériennes par millilitre. Un nombre aussi élevé de vie bactérienne est un bon signe, car cela signifie que les eaux glacées pourraient aussi abriter ces formes de vie plus développées, comme des micro-animaux. Et l'un de ces nouveaux lacs pourrait même être l'endroit où ils vivent. Mais le plus fascinant, c'est que ces nouveaux lacs pourraient les aider à comprendre si la vie est possible sur d'autres planètes. Les scientifiques pensent que la vie sous la surface gelée de la planète Mars, s'il y en a, pourrait correspondre au modèle observé dans les lacs de l'Antarctique. Il est donc possible qu'ils trouvent de nouvelles informations cruciales sur le type de vie qui a pu exister sur la planète rouge. Mais les hivers y sont plutôt rudes. La température la plus basse sur Terre est de moins 89,2 degrés Celsius. En 2010, la température est même tombée à moins 93,2 degrés Celsius. Et le ressenti de ce froid est bien pire en raison des vents forts et secs. Savais-tu que la superficie de la glace de l'Antarctique change aussi tout au long de l'année ? Elle fait environ 3 millions de kilomètres carrés en été. Mais en hiver, elle atteint 19 millions de kilomètres carrés. Pourtant, malgré ces changements, elle reste le plus grand morceau de glace existant sur Terre. Désolé l'Arctique, c'était bien tenté. Tu as déjà vu des manchots ? Eh bien, ces animaux sont les maîtres des lieux, car il n'y a pas de peuple indigène en Antarctique. C'est un no man's land, et aucun pays ne le possède. Sa véritable population est constituée de 5 espèces différentes de manchots, de phoques et d'orques. Malgré les conditions difficiles sur ce continent, tu peux aller y pêcher en touriste et y faire des recherches. Environ 5000 personnes résident sur le continent pendant l'été dans des stations de recherche. Mais quand l'hiver arrive, ce nombre diminue bien entendu, jusqu'à un petit millier. Enfin, la couche de glace de l'Antarctique représente 70% des réserves en eau douce de la planète. Imagine ce qui se passerait si elle fondait. Le niveau des mers, partout dans le monde, augmenterait de près de 60 mètres. Alors, la Terre compte 2 régions extrêmement froides. L'Antarctique au pôle sud et l'Arctique au pôle nord, d'accord ? Elles se trouvent aux extrémités opposées de la planète et reçoivent presque autant de soleil. On pourrait donc croire qu'elles ont gelé à peu près en même temps, non ? Eh bien non, l'Antarctique a gelé des millions d'années avant l'Arctique. Et les scientifiques ont longtemps cherché à comprendre pourquoi. Aujourd'hui, ils ont enfin une réponse. L'Antarctique est recouvert de la plus grande calotte glaciaire de la Terre. Elle s'étend sur plus de 13 millions de kilomètres carrés, soit à peu près la taille des États-Unis et du Mexique réunis. Et au total, elle renferme environ 29 millions de kilomètres cubes de glace. Pour vous donner une idée, si toute la calotte antarctique fondait, le niveau des mers monterait d'environ 58 mètres.
C'est assez d'eau pour recouvrir entièrement un immeuble de 18 étages. Or, pendant des années, les scientifiques ont tenté de comprendre comment cette immense calotte s'est formée. Mais deux choses ne collaient pas. Le premier problème, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure. L'Antarctique a gelé bien avant l'Arctique. L'Antarctique s'est recouvert de glace il y a environ 34 millions d'années. Pendant une période appelée la transition Éocène-Oligocène. Mais l'Arctique est resté en grande partie libre de glace pendant encore 25 millions d'années environ. À cette époque, la Terre traversait un grand bouleversement climatique. Les taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère chutaient fortement, ce qui a contribué à refroidir la planète. Si c'était la seule raison, on s'attendrait à ce que les deux pôles gèlent à peu près en même temps. Mais non. Autre chose a donc donné une longueur d'avance à l'Antarctique. Ce qui nous amène au deuxième problème. Pour une raison inconnue, les eaux de l'océan austral sont restées étonnamment chaudes pendant environ 10 millions d'années après la formation de la calotte antarctique. Donc oui, on parle d'une énorme calotte de glace, entourée d'eau relativement chaude, et ça n'avait pas beaucoup de sens. Je veux dire, si l'Antarctique a gelé parce que toute la planète se refroidissait, on s'attendrait à ce que l'océan autour se refroidisse aussi. Mais ça n'a pas été le cas, du moins pas avant très longtemps. Bref, les scientifiques se retrouvaient face à deux grands mystères. Pourquoi l'Antarctique a gelé des millions d'années avant l'Arctique? Et pourquoi l'océan autour est resté chaud si longtemps après le début du refroidissement de la planète? Mais aujourd'hui, une nouvelle étude menée par des chercheurs au Royaume-Uni et en Allemagne pourrait enfin apporter les réponses. Et l'histoire commence il y a environ 170 millions d'années. Bon, je n'étais pas là à l'époque, mais les continents ne ressemblaient pas à ceux des cartes d'aujourd'hui. L'Antarctique et l'Afrique étaient reliés au sein d'un immense supercontinent appelé Gondwana. Mais avec le temps, ils ont commencé à se séparer. Cet événement a lentement fait dériver l'Antarctique vers le pôle sud. Mais cette séparation a aussi déclenché autre chose au plus profond de la Terre. Quand les continents se séparent, de la matière brûlante du manteau remonte en dessous. En refroidissant, elle redescend, créant un lent mouvement tourbillonnant, presque comme la cire dans une lampe à lave. Ce mouvement peut détacher et arracher des morceaux à la base profonde d'un continent. Les scientifiques appellent ces mouvements des ondes du manteau. Elles voyagent sous les continents pendant des millions d'années, à travers la roche brûlante qui s'écoule lentement sous la surface. Et elles peuvent parcourir des distances de plus de 1000 km. Il y a deux choses fascinantes à propos des ondes du manteau. Elles peuvent déclencher de puissantes éruptions volcaniques qui font jaillir le magma des profondeurs sous les continents. Certaines de ces éruptions peuvent même remonter des diamants vers la surface. Et les ondes du manteau peuvent aussi faire s'élever les terres par un coup soudain, même loin de l'endroit où le continent s'est d'abord fracturé. Alors, cela pourrait-il expliquer ce qui s'est passé en Antarctique ? Pour le savoir, les chercheurs ont utilisé des modèles informatiques qui montrent comment les paysages de notre planète ont changé sur des dizaines de millions d'années. Puis, ils ont utilisé ces simulations pour estimer comment les ondes du manteau ont pu se déplacer sous l'Antarctique de l'Est et transformer les terres au-dessus. Près de la côte, les terres ont été écartées, créant une immense paroi rocheuse abrupte. Mais plus à l'intérieur, autre chose se produisait. Une onde du manteau, lente, a arraché une partie de la roche lourde enfouie sous le continent. Avec moins de poids en dessous, les terres au-dessus se sont lentement élevées, un peu comme une montgolfière qui monte après avoir lâché du lest. Cela a créé un vaste et haut plateau. Une fois les terres élevées, les rivières, la glace, la pluie et le vent ont lentement usé la roche et remodelé le paysage. Avec le temps, ce mouvement d'élévation s'est poursuivi vers l'intérieur. Il a fallu environ 100 millions d'années pour atteindre les monts Gamburtseff. Aujourd'hui, cette chaîne de montagnes est enfouie sous une énorme couche de glace. Et c'est important, car l'altitude change tout quand il s'agit de glace. Pour chaque 300 mètres de dénivelé, l'air se refroidit d'environ 3 degrés Celsius. Et pendant longtemps, les monts Gamburtseff n'étaient tout simplement pas assez hauts. Jusqu'à il y a environ 50 millions d'années, la plupart des monts Gamburtseff étaient encore trop bas pour que la neige survive à l'été. Mais d'après les modèles informatiques, les terres ont continué de s'élever et ont lentement poussé les montagnes vers le haut. Une fois assez hautes, la neige et la glace pouvaient y rester toute l'année et commencer à s'accumuler.
Les chercheurs estiment qu'il y a environ 45 millions d'années, de vastes portions de l'Antarctique de l'Est étaient assez froides et assez hautes pour que des glaciers de montagne se forment et commencent à s'étendre. Et c'est précisément à ce moment que la calotte antarctique a commencé à se former. À l'époque, les températures mondiales avaient chuté d'environ 10 degrés Celsius. Une fois les glaciers apparus dans les montagnes, ils ont déclenché une sorte de réaction en chaîne. La neige et la glace réfléchissent bien plus la lumière du soleil que la roche nue. Alors, à mesure que la glace s'étendait, la région devenait encore plus froide. Ensuite, l'air plus froid au-dessus de l'Antarctique contenait moins de vapeur d'eau. Et comme la vapeur d'eau aide à piéger la chaleur dans l'atmosphère, un air plus sec signifiait moins de chaleur retenue au-dessus du continent. Ça a fait chuter les températures encore plus. Ensemble, ces deux effets ont aidé la glace à s'étendre des montagnes jusqu'à la côte. Avec le temps, des glaciers isolés se sont rejoints pour former l'unique et immense calotte glaciaire qu'on voit aujourd'hui. Et cela pourrait aussi expliquer pourquoi l'Arctique n'a pas gelé en même temps. La planète s'est bien refroidie à l'époque, mais ça ne suffisait toujours pas pour que de grandes calottes se forment dans l'Arctique. Le problème, c'est qu'une grande partie des terres de l'hémisphère nord étaient tout simplement trop basses pour que neige et glace s'accumulent. L'Arctique a dû attendre encore 25 millions d'années environ, jusqu'à ce que les taux de dioxyde de carbone et les températures mondiales chutent davantage. Alors, vous vous souvenez du mystère dont j'ai parlé, celui de l'océan chaud autour de l'Antarctique? L'étude pourrait l'expliquer aussi. Le refroidissement, qui a permis à la glace de se former sur les terres plus hautes, n'était pas encore assez fort pour faire chuter brutalement la température de l'océan environnant. L'Antarctique pouvait donc bâtir une immense calotte glaciaire, tandis que l'eau autour restait relativement chaude. En gros, la baisse du taux de dioxyde de carbone n'expliquait pas tout. Sinon, les deux pôles auraient dû geler à peu près en même temps. Mais l'Antarctique avait un avantage. Des forces géologiques avaient soulevé certaines terres là où il faisait plus froid et où la neige pouvait tenir. Et on peut encore observer les effets de ces hautes terres aujourd'hui. Le pôle sud est bien plus froid que le pôle nord, même s'ils reçoivent à peu près la même quantité de soleil sur l'année. Une des raisons, c'est que le pôle nord repose sur de la banquise flottant sur l'océan Arctique. Et l'eau en dessous empêche l'air de devenir aussi froid. L'Antarctique, en revanche, est un continent élevé, recouvert d'une calotte glaciaire très épaisse. Son altitude, avec des vents violents qui bloquent l'air plus chaud, le rend bien plus froid. Et voici le plus fascinant. Ces immenses montagnes sont toujours là aujourd'hui, enfouies sous la glace, même qu'elles ont contribué à créer. Et c'est important, car en comprenant comment ces montagnes se sont formées, les scientifiques pourraient aussi estimer de combien la planète devrait se réchauffer avant que la glace au-dessus ne commence à fondre. Le pôle sud ne se limite pas à des manchots et une étendue infinie de neige. Un monde fantomatique y est enfoui. Observez, il se situe précisément ici sur le globe terrestre. Ne confondez pas l'Antarctique avec l'Arctique, qui se trouve au sommet de nos cartes, est bien plus petit et, disons-le franchement, bien moins énigmatique. La calotte glaciaire de l'Antarctique mesure de 2 à 5 km d'épaisseur, soit l'équivalent de 16 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. Cette immense couche de glace masque les véritables reliefs et contours du sol antarctique. Nos connaissances sur ce continent mystérieux demeurent limitées, en grande partie à cause de l'omniprésence de la glace et de la neige. Nous ignorons encore la forme exacte et les dimensions précises de cette terre. Cartographier l'Antarctique sans outils titanesques est une tâche d'une complexité extrême. Les satellites, toutefois, ont appris à pénétrer la glace grâce à leurs caméras de pointe. Aujourd'hui, nous savons qu'un paysage ancien, colossal et spectaculaire repose sous cette neige, une sorte de fantôme du passé. Il y a environ 90 millions d'années, l'Antarctique était un lieu bien plus chaud. Ce territoire abritait une forêt tropicale luxuriante, riche en espèces végétales et grouillante de vie. Des rivières y coulaient, dessinant un paysage foisonnant. Puis la glace a tout recouvert. Ce bouleversement a eu lieu il y a environ 34 millions d'années, lors de la transition de l'Éocène à l'Oligocène, une période marquée par un refroidissement significatif de notre planète. C'était le début de l'une des nombreuses ères glaciaires. La Terre subsista, mais fut ensevelie sous une couche de glace et de neige de plus en plus épaisse. Pour l'œil non averti, l'Antarctique est devenu un désert blanc, vaste, uniforme et dépourvu de relief. Les millénaires passèrent, et l'épaisse calotte glaciaire continua de se mouvoir, polissant et transformant le sol. Au fil de millions d'années, elle modifia l'apparence du continent. Aujourd'hui,
Si l'on examinait le sous-sol, il ne subsisterait pratiquement aucun vestige du pôle sud originel, à une exception près. Dans les régions où la glace est exceptionnellement épaisse et presque immobile, comme en Antarctique orientale, elle joue un rôle inverse. Elle agit comme une couverture particulièrement dense qui protège le sol. En temps normal, des facteurs tels que le vent ou la pluie érodent progressivement le sol, modifiant ainsi sa forme au fil des siècles. Cependant, grâce à cette couche de glace protectrice, ces processus naturels ne parviennent pas à atteindre les strates sous-jacentes. Ainsi, le sol est demeuré presque intact pendant des millions d'années, comme s'il avait été figé dans le temps. Cette zone spécifique, située près des bassins subglaciaires d'Aurora et de Schmidt, est désormais surnommée le spectre du paysage antarctique. Cet endroit est resté presque intact depuis qu'il a été recouvert de neige. Il y a 34 millions d'années. Il constitue une empreinte historique unique, capable de révéler l'apparence du sol de l'Antarctique avant qu'il ne devienne ce désert glacé. Lorsque les scientifiques ont exploré l'Antarctique orientale, ils ont mis en évidence un fantôme fascinant. Des traces de rivières anciennes, diverses vallées, de petites îles énigmatiques, ainsi que 3 vastes formations terrestres en forme de U. Mais que signifient-elles exactement? Comme vous le savez, les continents de notre planète sont en mouvement constant, glissant sur un manteau de lave en fusion, comme des céréales dans un bol de lait. Au fil des époques géologiques, ils se sont rassemblés et séparés à maintes reprises. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, un supercontinent nommé Gondwana réunissait plusieurs terres, dont l'Antarctique, qui formait alors une masse unique. Cependant, lorsque le Gondwana s'est fracturé, l'Antarctique a été soumis à de puissantes forces tectoniques. Des fragments de son territoire ont été arrachés les uns des autres et dispersés. C'est ainsi que se sont formés ces grands blocs de terre dissimulés sous l'épaisse couche de glace. Aujourd'hui, les scientifiques souhaitent approfondir l'étude de ce fantôme. Pour cela, ils envisagent de forer la glace, un peu comme on utilise une paille pour atteindre le fond d'un épais milkshake. Cette méthode leur permettra de prélever des échantillons de roches et de sédiments en profondeur, afin d'en apprendre davantage sur l'histoire et le climat de notre planète. L'Antarctique serait le 5e plus grand continent du monde, surpassant l'Europe entière ou l'Australie en taille et rivalisant avec l'ensemble de l'Amérique du Sud. Outre l'Antarctique orientale déjà évoquée, il abrite d'autres régions emblématiques, comme la péninsule antarctique, le pôle Sud, l'Antarctique occidentale et la mer de Ross. Ce continent est en quelque sorte un immense terrain gelé, dont les paysages mystérieux et enfouis restent moins explorés que ceux de Mars. Ce que nous savons avec certitude, c'est que sans sa couverture de glace, il révélerait un monde riche en relief, composé de vastes montagnes, de gigantesques canyons et même de volcans en activité. Certains de ces volcans, d'une taille colossale, émergent au-dessus des épaisses couches de neige. Rien qu'en Antarctique occidentale, on en dénombre au moins 138, bien que seulement 8 ou 9 soient encore actifs aujourd'hui. L'un des volcans les plus fascinants est le mont Erebus, le plus méridional du continent et également le plus élevé, culminant à environ 4000 mètres. Sous l'épaisse calotte glaciaire, ce géant abrite des cavernes sous-volcaniques d'une beauté exceptionnelle, où les températures sont suffisamment douces pour rester en t-shirt. La péninsule antarctique s'apparente à un assemblage d'îles montagneuses profondément enfouies sous la surface. Elle est composée de roches volcaniques, relativement récentes, faisant partie de l'anneau de feu du Pacifique. Un cercle gigantesque, regroupant des volcans et des zones sismiques autour de l'océan Pacifique. L'Antarctique orientale, quant à lui, représente une région immense, presque aussi vaste que l'Australie. Il s'étend de la côte est du continent jusqu'au pôle sud. Sous ces glaces, on trouve des formations rocheuses extrêmement anciennes, dont certaines se situent dans la zone évoquée plus tôt. Vous savez sans doute que l'Antarctique est presque totalement dépourvu d'humains. Rien d'étonnant à cela, au regard de la température moyenne avoisinant les moins 43 degrés Celsius. Mais malgré ces conditions extrêmes et la désolation de l'endroit, la vie persiste, et devinez où? Dans les profondeurs de la Terre. En 2017, des chercheurs ont découvert des traces d'ADN d'algues, de mousses, et même de petits animaux inconnus dans de profondes grottes. Cela prouve que, malgré des conditions aussi hostiles, des écosystèmes uniques parviennent à prospérer dans des poches de chaleur isolées sous la neige. Une autre découverte incroyable a eu lieu sous la plateforme de glace de Ross, un écosystème florissant au sein d'une rivière souterraine. Les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps que des lacs et rivières d'eau douce
pouvaient exister dans le sous-sol antarctique. Un jour, un satellite a détecté une faille, et après avoir décidé de l'explorer, ils ont utilisé une foreuse alimentée par de l'eau chaude pour fondre la glace et s'y engouffrer. À leur arrivée dans ces profondeurs, ils ont plongé une caméra dans l'une de ces rivières cachées. Au début, ils pensaient découvrir simplement des rochers ou des formations similaires. Mais au contraire, ils sont tombés sur des centaines d'amphipodes, de minuscules créatures ressemblant à des crevettes. Les petites créatures se sont immédiatement regroupées autour de l'objectif, obstruant la caméra et empêchant les scientifiques de mener les observations prévues. Cela peut prêter à sourire, mais confirme qu'il existe bel et bien un écosystème au cœur de l'Antarctique. Les chercheurs prévoient désormais de l'explorer en profondeur. Et tout cela n'est là que l'affleurement de ce mystérieux monde souterrain. Sous la neige, ce continent cache également le canyon le plus profond, situé sous le glacier Denman. Bien que la fosse des Mariannes demeure le point le plus profond du globe, il convient de préciser que, géologiquement, elle appartient à la croûte océanique. En 1958, des explorateurs ont mis à jour une vaste chaîne de montagnes enfouies sous la glace, comparable aux Alpes en termes d'altitude. Cette chaîne s'étend sur près de 1200 km, avec des sommets culminant à 2700 mètres d'altitude. Et cette splendeur est ensevelie sous des tonnes de glace. Qui sait ce que nous pourrions encore découvrir ici ? L'Antarctique abrite environ 60% de l'eau douce de la planète. Cela signifie qu'une fonte totale de ces glaces aurait des conséquences dramatiques. À titre d'exemple, il existe un glacier apocalyptique, officiellement connu sous le nom de Glacier Thwaites. Ce gigantesque bloc de glace, de la taille de la Floride, est actuellement en train de fondre. Chaque année, cela contribue à une élévation des niveaux marins de 4%. Si ce glacier venait à fondre complètement, le niveau des océans augmenterait de 60 cm. Une hausse qui peut sembler modeste, mais qui serait dévastatrice pour les régions côtières du monde entier. Heureusement, les chercheurs ont constaté que même si sa plateforme glaciaire venait à se désintégrer dans les 50 prochaines années, le glacier lui-même ne disparaîtrait pas aussi vite qu'il le redoutait. Bien qu'il perde encore de la glace à un rythme soutenu, ce processus resterait assez lent. Bienvenue à bord du Spirit of Discovery, un navire de croisière qui promet une traversée maritime mémorable autour des îles Canaries. L'océan infini d'un bleu azur, une cuisine raffinée, un service irréprochable, des cabines de luxe, mais également un cauchemar que vous pourriez bien garder en mémoire toute votre vie. C'est précisément ainsi qu'une croisière haut de gamme organisée par la compagnie Saga Cruises s'est achevée l'année dernière. Au lieu de savourer un séjour paisible, les passagers ont été plongés dans la peur et l'angoisse, sans parler des nombreux blessés. Voici pourquoi. Le 24 octobre, le paquebot Spirit of Discovery s'est lancé dans une croisière de 2 semaines autour des îles Canaries. À son bord se trouvaient environ 1500 personnes, parmi lesquelles 1 millier de passagers et le reste constitué de membres de l'équipage. La première semaine s'est déroulée sans encombre, mais le paquebot a ensuite fait face à un problème de taille. De violentes rafales de vent et des vagues gigantesques. Le capitaine décidait de regagner le Royaume-Uni plus tôt que prévu, mais il était trop tard. Le navire s'est retrouvé piégé dans une violente tempête en plein golfe de Gascogne. Un vent déchaîné, d'une force de 11 sur l'échelle de Beaufort, a frappé le navire de plein fouet. Pour mieux saisir la gravité de la situation, sachez qu'une telle force suffit à déraciner des arbres, endommager gravement des habitations et plonger des villes entières dans le chaos. Bien que ces tempêtes soient rares, le Spirit of Discovery a eu le malheur de se trouver au cœur de l'une d'elles. Sur cette échelle, 11 est l'avant-dernier niveau, juste en dessous du 12e, qui correspond à un ouragan. Les rafales atteignaient les 100 km/h, comparable à la vitesse moyenne d'une camionnette sur l'autoroute. En plus de faire balloter le Spirit of Discovery, elles ont généré des vagues impressionnantes, culminant à 8 mètres de hauteur. Imaginez une muraille d'eau, haute comme un immeuble de 3 étages, s'abattant avec fracas sur un paquebot solitaire. C'est à ce moment que le capitaine, par le biais des haut-parleurs, a diffusé un message à l'ensemble des passagers, les enjoignant de rester à leur place. La tension dans sa voix était palpable. Tous ont été invités à s'allonger et à se cramponner fermement. D'après les témoignages recueillis, le navire est resté prisonnier de la tempête durant près de 15 heures. Les passagers s'accrochaient avec l'énergie du désespoir pour éviter d'être projetés contre les parois. Pendant tout ce temps, des tables volèrent dans les couloirs, des assiettes se brisaient et les meubles glissaient dans toutes les cabines. Les vagues fracassèrent les vitres, les cloisons et les portes. Certains, épuisés, ont fini par lâcher prise.
incapable de résister plus longtemps. La tempête projetait les passagers violemment, du plafond au sol, d'un mur à un autre. L'équipage, dans un effort remarquable, a transformé la salle à manger en infirmerie de fortune afin de venir en aide aux blessés. Malgré ces conditions éprouvantes, ils ont su faire preuve de professionnalisme. Ils tenaient les passagers informés de la situation et tentaient de maintenir le calme. Grâce à leurs efforts, aucune panique ni chaos n'ont éclaté à bord. Une fois la tempête apaisée, le navire a repris sa route jusqu'à atteindre la terre ferme, où les secours ont immédiatement pris en charge 8 passagers, évacués d'urgence vers l'hôpital. L'un d'entre eux, hélas, n'aura pas survécu à cette épreuve. Heureusement, le navire n'a pas croisé la route d'une vague scélérate durant la tempête. Ce phénomène naturel peut surgir aussi bien en pleine tempête qu'en eau calme. Il s'agit d'une vague colossale atteignant les 18 mètres de hauteur. Comparable à un immeuble de 6 étages, elle s'écrase sur un navire à une vitesse fulgurante, le faisant chavirer avant de sombrer subitement. Ce n'est pas une légende. Une telle vague a déjà été observée dans le Gulf Stream, au large de Charleston, en Caroline du Sud. Se retrouver face à elle n'est pas une perspective réjouissante. Revenons à présent sur l'une des tragédies maritimes les plus marquantes du passé. Non, il ne s'agit pas du Titanic. Nous évoquons ici le paquebot grec Laconia, qui quitta le port anglais de Southampton le 19 décembre 1963 avec plus de 600 personnes à bord. Toutefois, seulement 3 jours après son départ, une terrible tragédie frappa le navire dans l'immensité de l'Atlantique. Vers 23 heures, un dysfonctionnement électrique se produisit dans le salon de coiffure. Ce problème déclencha un incendie qui se propagea rapidement à d'autres sections. L'équipage, dépassé par la propagation des flammes, fut incapable de maîtriser la situation. L'équipe du navire déclencha l'alarme incendie, mais aucun ordre d'évacuation ne fut donné. Ce n'est que 2 heures plus tard que le capitaine ordonna aux passagers de quitter le navire. Pendant ce laps de temps, les passagers continuaient de se détendre dans leur cabine ou de profiter d'une fête dans la salle de bal. L'équipage tentait probablement d'éteindre l'incendie sans provoquer de panique. Cependant, lorsque la situation devint critique, l'ordre d'évacuation fut donné. La panique gagna alors les passagers, qui se précipitèrent vers les canaux de sauvetage. Malheureusement, beaucoup ne parvinrent pas à embarquer. John Morris faisait partie de ces naufragés. Il survécut à la catastrophe et raconta avoir placé sa famille dans un canot de sauvetage avant de rester à bord, sans même disposer d'un gilet de sauvetage. N'ayant nulle part où se réfugier, l'équipage ouvrit un bar pour permettre aux passagers de se détendre un peu. Mais à ce moment-là, les chaudières commencèrent à exploser à l'intérieur du navire, rendant évident le fait que celui-ci ne resterait pas à flot encore longtemps. John Morris prit la décision de plonger à l'eau, toujours vêtu de son smoking. Une fois dans l'eau, il s'agrippa à un morceau de cargaison en bois et nagea le plus loin possible du navire. Le paquebot géant pouvait sombrer à tout instant. Or, un navire de cette taille, en coulant, crée un puissant tourbillon qui aspire tout ce qui l'entoure. Les secours arrivèrent sur les lieux quelque temps après. Heureusement, la femme enceinte de John Morris et leur jeune fils furent retrouvés vivants. Mais sa belle-mère ne survécut pas, comme tant d'autres victimes ce jour-là. Après cet incident, le ministère grec de la marine marchande a diligenté une enquête approfondie. Pendant 2 années, les enquêteurs ont collecté les témoignages des passagers et du capitaine, étudié en détail les caractéristiques techniques du navire et tiré leurs conclusions. Selon leur rapport, l'ordre d'évacuation fut donné trop tard par l'équipage. En conséquence, tous les passagers ne purent embarquer dans les canots de sauvetage, dont la moitié restèrent inutilisés à bord en raison du chaos lié à l'évacuation. Plusieurs officiers du paquebot furent accusés de négligence, bien que les critiques les plus sévères se concentrèrent sur le capitaine et son second. Quant à John Morris, il affirma avoir été un miraculé ce jour-là. Une autre histoire insolite, bien plus récente, s'est déroulée sur un navire de croisière. Rassurez-vous, le navire ne coula pas, aucune évacuation ne fut nécessaire, et la météo était parfaite. Pourtant, ce voyage devint un véritable cauchemar pour de nombreux passagers. Imaginez qu'après avoir travaillé dur et économisé longtemps, vous réalisiez enfin votre rêve. Une croisière dans les Caraïbes, à bord du Celebrity Mercury. Vous arrivez en Caroline du Sud, point de départ du périple, et montez à bord, impatient de savourer une semaine de détente. Au départ, tout se passe à merveille. Les passagers s'amusent, les chefs préparent des mets délicieux, et les journées idylliques se prolongent en soirées festives. Mais soudain,
De nombreux passagers tombent malades. Certains courent aux toilettes, tandis que d'autres vomissent dans les couloirs. Très vite, la croisière vire au chaos. Le nombre de personnes souffrant de symptômes de ce qui semble être une intoxication alimentaire ne cesse d'augmenter. Vous-même avez goûté aux fruits de mer servis au restaurant, mais, par chance, vous échappez à cette maladie, contrairement à plus de 400 autres passagers. Près d'un quart des 2000 personnes à bord souffrent de troubles gastro-intestinaux sévères. L'équipage, débordé, se consacre à un nettoyage constant. Les ponts sont lavés en continu, des médicaments contre la nausée sont distribués, et les passagers sont priés de rester dans leur cabine jusqu'à leur rétablissement. Le capitaine fait parvenir des échantillons à terre afin d'identifier la cause exacte de l'intoxication. Malgré tout, la croisière est irrémédiablement gâchée, laissant à chacun des souvenirs peu agréables. En compensation, la compagnie de croisière offre des certificats valables pour de futurs voyages. Certes, ce n'est pas une solution idéale, mais c'est toujours mieux que rien. Et si au lieu d'une simple intoxication, une bactérie avait transformé les passagers en zombies? Ce scénario serait aussi terrifiant que palpitant. Pensez-vous que vous pourriez survivre à bord d'un navire rempli de zombies? Et si oui, comment? Partagez vos idées dans les commentaires. Le sol se met soudain à trembler, tandis que des nuées de gaz s'élèvent dans le ciel, plongeant la journée en pleine obscurité. Certaines portions du sol commencent à se déformer, se soulever ou même s'effondrer. Autant de signes avant-coureurs d'une éruption imminente. Et ce scénario pourrait bien se répéter avec le mont Spur. Situé à environ 120 km d'Anchorage, l'une des villes les plus dynamiques d'Alaska, le mont Spur représente une menace tangible. Plus de la moitié des habitants de l'État le plus au nord des États-Unis résident à Anchorage. Chaque jour, une immense quantité de fret aérien transite par son aéroport international. Ainsi, lorsqu'un volcan situé si près d'un carrefour aussi crucial manifeste des signes d'agitation, cela attire inévitablement l'attention de tous. À titre informatif, environ 350 millions de personnes dans le monde vivent dans la zone à risque d'un volcan en activité. Cela signifie qu'une personne sur 20 se trouve exposée aux dangers liés à une éruption volcanique. Les Alaskiens espéreraient sans doute que l'éveil du mont Spur relève de la fiction, mais la réalité est tout autre. L'Observatoire volcanologique d'Alaska a enregistré plusieurs des signes caractéristiques d'une activité volcanique imminente, à tel point que le niveau d'alerte a été relevé au jaune, indiquant une agitation dépassant les niveaux habituels. Le mont Spur est entré en éruption à 2 reprises dans les années 90, et ces événements furent assez puissants. Sur une échelle de 1 à 10, elles obtiendraient probablement une note de 6 ou 7. Sans être catastrophiques, elles ont néanmoins engendré des dommages estimés entre 10 et 17 millions de dollars. Cependant, ces chiffres paraissent dérisoires face à l'éruption du mont Redoute en Alaska, en 1988, un autre volcan qui a provoqué des dégâts astronomiques, totalisant 345 millions de dollars. La principale raison réside dans les cendres volcaniques qui ont perturbé les moteurs des avions, à l'image du KLM 747, dont tous les moteurs se sont arrêtés sous l'effet des cendres avant de redémarrer in extremis. Si la géologie instable de l'Alaska avait jusque-là suscité peu d'attention, cet événement a indéniablement changé la donne. Lorsqu'on évoque les risques liés au volcanisme, la première image qui surgit est souvent celle de Pompéi, en Italie. Bien sûr, il s'agit du scénario le plus dramatique, une ville engloutie par la lave. Comparé au Vésuve, le mont Spur peut sembler moins menaçant, mais il a tout de même laissé des traces notables. Lors de sa dernière éruption dans les années 90, il a propulsé des aérosols volcaniques à plus de 18 000 mètres d'altitude. Clarifions un point scientifique essentiel. Les aérosols volcaniques sont des particules liquides qui sont libérées dans l'atmosphère lors d'une éruption. Ils se forment généralement lorsque les gaz volcaniques, comme le dioxyde de soufre, interagissent avec l'eau et d'autres particules présentes dans l'air. Ces aérosols ont la capacité de refroidir la surface terrestre en réfléchissant directement la lumière solaire vers l'espace. Le pire, ils peuvent demeurer dans l'atmosphère pendant plusieurs années après une éruption, entraînant de graves problèmes de santé. L'éruption a libéré des avalanches fulgurantes de gaz brûlants et de cendres, appelées coulées pyroclastiques, accompagnées d'épaisses crues boueuses.
connus sous le nom de lahars, sans oublier les gigantesques blocs de roches volcaniques. Certains dépassaient 1 mètre de diamètre et ont été projetés hors du volcan, avec la puissance de véritables boulets de canon, s'écrasant jusqu'à plus de 10 km de distance. La chaleur dégagée a fait fondre une partie d'un glacier voisin, déclenchant des coulées de débris qui ont obstrué la rivière Chakachatna et formé un tout nouveau lac dans la vallée. Malgré tout, la première éruption du mont Spur a eu un aspect positif. La principale leçon tirée fut l'importance de la surveillance volcanologique. Grâce aux systèmes de contrôle locaux, les pertes économiques ont pu être limitées, ce qui est essentiel pour une ville dont le trafic aérien est aussi dense. Bien que considéré comme actuellement endormi, le mont Spur reste imprévisible et pourrait entrer en éruption à tout moment. Les volcans sont généralement classés en 3 catégories: actifs, dormants ou éteints, selon leur niveau d'activité. Un volcan actif gronde encore et entre en éruption avec une certaine régularité. Un volcan dormant, lui, a montré des signes d'activité récente, mais reste actuellement en sommeil. Quant aux volcans éteints, ils sont silencieux depuis si longtemps qu'on estime qu'ils ne se réveilleront plus jamais. Parmi les volcans actifs les plus redoutables des États-Unis, figure le mont St. Helens, responsable de l'éruption la plus violente de l'histoire du pays. Lors de sa dernière explosion, l'intensité du souffle a emporté environ 400 mètres de son sommet, faisant littéralement disparaître le haut de la montagne. Si le nuage de cendres du mont Spur vous semblait spectaculaire, celui de St. Helens l'a surpassé en atteignant 24 km d'altitude, plongeant l'est de l'État de Washington dans une obscurité totale. Mais ce n'est pas tout. En seulement 3 minutes, l'éruption a projeté près de 3,7 milliards de mètres cubes de roches incandescentes et de poussière, de quoi remplir 1 million de piscines olympiques sur une superficie de 600 km² de forêts luxuriantes. Les secousses sismiques qui ont annoncé l'éruption avaient débuté plusieurs semaines avant le 18 mai 1980. Finalement, un séisme d'une magnitude de 5,0 a déclenché un gigantesque glissement de terrain sur l'un des flancs du volcan. À la fin de cette éruption historique, 57 vies avaient été perdues. Près de 7000 grands animaux, comme les cerfs et les wapitis, avaient péri, tandis que des millions d'oiseaux jonchèrent la terre calcinée. Bien que les experts ne s'attendent pas à ce que le mont St. Helens rejoue un épisode de cette ampleur dans un avenir proche, ils continuent de le surveiller de près, car le volcan est loin d'être éteint. Pour la petite anecdote, le mot volcan tire son origine de Vulcain, la divinité romaine du feu. Les éruptions surviennent souvent au point de rencontre des plaques tectoniques, ces fragments de la croûte terrestre qui s'assemblent comme un puzzle. La fameuse ceinture de feu, située dans l'océan Pacifique, constitue la zone volcanique la plus active du globe. Elle abrite entre 750 et 915 volcans en activité. Le plus grand volcan de la ceinture de feu, et également le plus grand volcan actif au monde, est le Mauna Loa. Culminant à plus de 4000 mètres, il est situé à Hawaï. Les chercheurs estiment que ce volcan est en éruption depuis au moins 700 000 ans. La plus récente a débuté le 27 novembre 2022 pour s'achever le 13 décembre suivant. Resté silencieux depuis les années 80, le Mauna Loa a fini par s'éveiller. Heureusement, grâce à la surveillance continue assurée par l'Observatoire volcanologique d'Hawaï, sa dernière éruption n'a fait aucune victime. Les scientifiques ont massivement investi dans le suivi des volcans, non seulement pour limiter les impacts économiques, mais aussi pour sauver des vies. Leur dernier projet ambitieux consiste à forer directement dans les volcans. Récemment, des scientifiques ont entrepris un voyage jusqu'en Islande, un véritable point chaud volcanique. Ce pays compte à lui seul près de 33 volcans actifs. Cependant, celui qui retient particulièrement leur attention est le système volcanique de Krafla, qui a connu environ 30 éruptions au cours du dernier millénaire. La plus récente, datant du milieu des années 80. Le projet Krafla Magma Test Bed, ou KMT, vise à mieux comprendre le comportement du magma sous la surface terrestre. L'un des principaux atouts de ces recherches par forage est la prévision des risques d'éruption. Mais elles offrent aussi une opportunité de faire progresser l'énergie géothermique. Imaginez un monde où l'électricité serait alimentée par une source d'énergie aussi inépuisable que la puissance des volcans. L'équipe du projet KMT prévoit de débuter le forage en profondeur en 2027, avec pour objectif d'atteindre plus d'1 kilomètre sous terre,
Surveiller l'activité de la lave lorsqu'elle est en surface est une chose, mais l'étudier lorsqu'elle reste confinée sous terre en est une autre. Selon les chercheurs, cette approche permettra de véritablement écouter le pouls de la Terre. D'après eux, ces recherches pourraient être aussi révolutionnaires que la conquête de la Lune. Et en parlant de cela, saviez-vous que des volcans existaient ailleurs dans le système solaire? Oui, d'autres planètes et lunes en abritent également. Le plus grand volcan connu est Olympus Mons, situé sur Mars. Il s'agit d'un volcan bouclier similaire à ceux des îles hawaïennes, mais il mesure près de 600 km de large. Si on l'amenait sur Terre, il couvrirait presque toute la Pologne. Impressionnant. Écoutez un peu ça. Taylor Swift part en avion de Los Angeles à Tokyo à 10 h du matin le 20 février. Elle passe 12 heures dans l'avion, mais n'atterrit qu'à 14 h le lendemain à Tokyo. La différence est de 28 heures. Alors, comment cette distorsion temporelle s'est-elle produite? Eh bien, c'est à cause de cette ligne bizarre. Il s'agit de la ligne de changement de date. Vous savez, cette ligne imaginaire qui coupe le globe en deux et décide qui doit fêter le nouvel an en premier. Il s'agit des habitants des îles de la ligne, soit dit en passant. Mais en franchissant cette ligne, vous n'aurez pas seulement l'impression d'être entré dans un téléporteur, cela changera carrément votre journée. Vous passez d'est en ouest, et hop, vous voilà 24 heures plus tard. Si vous voyagez dans la direction opposée, en traversant la ligne d'ouest en est, vous revenez un jour entier en arrière. On pourrait penser que la ligne de changement de date est une belle ligne droite qui marque le changement de fuseau horaire dans l'océan. Mais en réalité, c'est comme si quelqu'un avait pris une règle et s'était dit « compliquons un peu les choses ». La ligne zigzague dans tous les sens, s'enroule autour des îles et crée une énorme confusion. Par exemple, les îles de la Grande et de la Petite Diomède ne sont distantes que de 4 km l'une de l'autre, mais elles ont un décalage horaire de 21 heures. Les choses peuvent encore se compliquer en fonction du fuseau horaire du pays. Par exemple, si vous parcourez 1061 km à travers la ligne de changement de date entre l'île Baker et les Tokelau, vous devez ajouter 25 heures. En d'autres termes, il s'agit d'un jour et d'une heure. Et si cela ne vous semble pas assez bizarre, attendez encore. Les choses me se corsent. Lorsqu'il est 6 heures du matin le jeudi à New York, c'est encore mercredi soir aux Samoa américaines. Pendant ce temps, au Kiribati, on est déjà vendredi. Il s'agit donc de 3 jours différents et simultanés. Tout ça à cause d'une ligne imaginaire. Ce phénomène se produit tous les jours, entre 10h et 10h59 du matin. Pourquoi la ligne de changement de date est-elle si ridicule? Bonne question. Bien que ces zigzags semblent totalement arbitraires, ils ont en fait une base logique. Il s'agit en fait d'un concept inventé, basé sur la rotation de la planète. La Terre tourne en permanence, et il lui faut environ 24 heures, ou un jour, pour effectuer une rotation complète. Pour garantir la synchronisation, les hommes ont divisé la Terre en 24 fuseaux horaires, distants de 15 degrés les uns des autres. Mais quel est le point de départ d'une journée sur Terre? En fait, il fallait déterminer laquelle de ces 24 zones ou lignes serait la ligne de départ ou le centre chronologique. On avait besoin d'un point de référence, d'une ligne à partir de laquelle on pouvait commencer à ajouter ou à soustraire du temps, quand on se déplaçait vers l'est ou vers l'ouest. Cette ligne est ce que nous appelons aujourd'hui le premier méridien. Mais voilà le hic. Le choix de l'emplacement de cette ligne de départ, le premier méridien, est totalement arbitraire. L'idée d'établir une ligne où les jours commencent et se terminent remonte au moins au XIVe siècle. À l'époque, les cartographes faisaient ce qu'ils voulaient, choisissant leur propre ligne de division est-ouest, appelée méridien. Ce qui, soit dit en passant, n'est qu'un mot latin sophistiqué pour dire « midi ». En l'absence d'une norme universelle pour déterminer le début ou la fin d'une journée, les marins qui effectuèrent de longs voyages devaient se débrouiller tout seuls, en essayant de gérer le temps qu'ils gagnaient ou perdaient en cours de route. C'est ainsi qu'en 1884, des gens ont finalement décidé d'organiser tout ce bazar. 25 nations se sont réunies lors de la prestigieuse conférence internationale du Méridien, aux États-Unis, avec un objectif de taille, décider d'une ligne qui servirait de premier méridien officiel. Enfin, que cela nous plaise ou non, ils étaient déterminés à créer la ligne de changement de date que le monde entier accepterait et suivrait à partir de ce moment-là. Le premier méridien a été établi à Greenwich, en Angleterre, et la ligne de changement de date a été placée du côté opposé.
Elle zigzague autour du 180e méridien. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais c'est là que le cauchemar a vraiment commencé. La ligne de changement de date choisie ne s'est pas contentée de passer par des zones inhabitées. Et non, elle a divisé certains pays en deux, créant un véritable chaos. En effet, si vous divisez le monde avec une ligne verticale complètement droite, vous aboutissez à des situations où la moitié d'un pays est en avance d'un jour et l'autre moitié en retard d'un jour. Prenez les Kiribati par exemple. Le pays est principalement centré sur les îles Gilbert, qui se trouvent juste à l'ouest de la ligne de changement de date. Cependant, en 1979, leur territoire s'est un peu agrandi avec les îles Phoenix et les îles de la ligne, situées bien à l'est de la ligne de changement de date. Soudain, les Kiribati se sont retrouvés à cheval sur la ligne de changement de date. Cela a créé un certain nombre de problèmes pour les entreprises. Les gens de part et d'autre ne pouvaient communiquer par radio ou par téléphone que 4 jours par semaine. Pour remédier à cette situation étrange, les Kiribati ont décidé de sauter le samedi 31 décembre 1994. Ainsi, ils sont passés du vendredi 30 décembre 1994 au dimanche 1 janvier 1995. Et le nouvel an est arrivé un jour plus tôt que prévu. Youpi! Après ça, la ligne de changement de date s'est déplacée vers l'est pour contourner tout le pays. Cet ajustement s'est produit dans différents pays. Par exemple, lorsque les cartographes sont arrivés aux îles Aléoutiennes, en Alaska. Et oui, la ligne a dû faire un nouveau détour pour les englober. Et lorsqu'ils sont arrivés au sud de l'équateur, devinez quoi? Une autre courbe vers l'est afin d'inclure d'autres îles encore. C'est en grande partie pour cette raison que la ligne droite s'est mise à zigzaguer. Cette ligne irrégulière est conçue pour éviter les terres autant que possible, afin de réduire les problèmes liés au changement de jour. Non, vous ne pouvez pas vous trouver à cheval sur la ligne de changement de date et vivre le lundi et le mardi simultanément. Mais vous pouvez la franchir en bateau. En fait, certaines croisières transpacifiques de luxe proposent même un forfait, voyage dans le temps, pour les voyageurs aventureux qui souhaitent franchir la ligne et sauter dans le futur. En fin de compte, si la ligne de changement de date est aussi ridicule, c'est parce qu'elle a été établie sur la base d'une série de décisions arbitraires, de bizarreries historiques et de pas mal de confusion. Mais ce n'est pas parce qu'on l'a réorganisée au 19e siècle qu'il n'y a plus de confusion du tout concernant les fuseaux horaires aujourd'hui. Le premier méridien établit également le temps universel coordonné, le fameux UTC. L'UTC ne change jamais, que ce soit pour l'heure d'été ou pour toute autre raison. Cependant, en 1908, le Canada a décidé de pimenter les choses en créant l'heure d'été. L'idée était d'avancer les horloges d'une heure par rapport à l'heure normale pour mieux profiter de la lumière du soleil, les soirs de printemps, d'été et d'automne. L'idée était si géniale que la plupart des pays l'ont adoptée, mais pas tous. Il suffit de prendre le Népal. Ce pays n'a jamais utilisé l'heure d'été, ce qui signifie que ses horloges ne changent pas de toute l'année. Comme vous le savez probablement, les pays dont le territoire est étendu ont souvent plus d'un fuseau horaire. C'est le cas des États-Unis, qui comptent 11 fuseaux horaires. L'Australie en a 9, tandis que l'Inde, eh bien, l'Inde est un cas particulier. L'Inde est un grand pays dont le territoire s'étend sur environ 3000 km d'ouest en est. Elle devrait donc avoir 3 fuseaux horaires au total, mais elle n'en a qu'un seul. Cela signifie que le soleil se lève presque 90 minutes plus tôt à Dong, à l'extrême est, qu'à Guwahati, à l'ouest. Pourquoi n'y a-t-il qu'un seul fuseau horaire? Tout simplement parce qu'ils en ont décidé ainsi. N'oubliez pas que la ligne de changement de date et les fuseaux horaires sont invisibles, artificiels et, vous le savez maintenant, totalement arbitraires. Par conséquent, si un pays souhaite s'en tenir à un seul fuseau horaire pour simplifier les processus et les opérations commerciales à l'intérieur de ses frontières, pourquoi pas? Présente depuis plus de 3 milliards d'années, une partie de la croûte terrestre la plus ancienne se désintègre aujourd'hui. Si les continents semblent actuellement immobiles, ils ont connu d'importants déplacements et réagencements au fil du temps. Ce phénomène est rendu possible par l'activité tectonique, qui provoque le lent glissement des plaques terrestres, à l'image des pièces d'un vaste puzzle en mouvement. Les parties les plus stables de ces pièces de puzzle sont désignées sous le nom de cratons. Ces formations rocheuses, à la fois très anciennes et extrêmement résistantes, constituent les racines des continents et assurent leur cohésion. Le craton nord-américain, par exemple, englobe une grande partie des États-Unis, environ la moitié du Canada, ainsi que la majorité du Groenland. Les scientifiques ont identifié près de 35 cratons majeurs à travers le monde. Grâce à leur robustesse, ces structures sont restées pratiquement immuables durant des centaines de millions d'années. Toutefois, en 2014,
il a été découvert que leur caractère prétendument indestructible n'était pas absolu. Certains cratons ont perdu une partie de leurs racines solides sous l'effet de processus géologiques spécifiques, entraînant un amincissement et une fragilisation de leur structure. Ces observations suggèrent que des modifications tectoniques supplémentaires pourraient compromettre leur stabilité. En 2024, des scientifiques de l'Université des géosciences de Chine ont analysé une ancienne masse terrestre appelée le craton de Chine du Nord, ou NCC en abrégé. Ils voulaient en savoir plus sur la façon dont certaines des régions rocheuses les plus anciennes sur Terre pouvaient se disloquer. Ce processus de désintégration des cratons est appelé décratonisation. Le NCC suscite un intérêt particulier, car il se compose de 3 principales subdivisions: le bloc occidental, le bloc oriental et l'orogène Transnord-Chine, une zone intermédiaire située entre ces 2 blocs. Les études ont révélé que, durant l'ère mésozoïque, le bloc oriental a perdu ses racines anciennes sous l'effet d'intenses mouvements tectoniques et magmatiques, connus sous le nom d'événements tectono-magmatiques. Les scientifiques ont cherché à comprendre précisément comment les processus au sein du manteau terrestre et les mouvements des plaques tectoniques ont conduit à la désintégration du NCC. Ils ont élaboré des modèles en 4 dimensions pour illustrer l'évolution de sa forme au fil du temps, incluant les changements de sa surface, l'étirement de ses couches, ainsi que la propagation des ondes sismiques en son sein. Ils ont constaté qu'une partie de la plaque tectonique s'était enfoncée sous le craton avant de reculer. Ce mouvement de retour accompagné d'un étirement a entraîné un amincissement de la roche solide, la rendant instable. Ce processus aurait débuté il y a environ 200 millions d'années, durant la période jurassique, à l'époque où les dinosaures régnaient sur la planète. Le craton de Chine du Nord n'est pas la seule région concernée par le phénomène de décratonisation. D'autres cratons, tels que ceux d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud ou encore de la région du Yangtze en Chine, pourraient avoir connu des évolutions similaires. Les chercheurs estiment que cela illustre les transformations progressives des continents terrestres sur des milliards d'années. En géologie, aucun lieu ne semble complètement à l'abri de tels bouleversements, mais cela ne constitue pas une raison de s'inquiéter. Vous ne le remarquez pas, mais notre planète est en mouvement constant. Un phénomène parfaitement naturel. Toutefois, ces déplacements peuvent parfois entraîner des transformations spectaculaires. En 2017, les scientifiques ont officiellement annoncé que la Zélandia pouvait être considérée comme un nouveau continent. Les plateaux continentaux de ce mystérieux territoire reposent à une profondeur d'environ 1000 mètres sous le niveau de la mer. La croûte océanique plonge encore plus profondément, atteignant les 3000 mètres. Les géologues ont exploré ces profondeurs pour récupérer des échantillons du plancher océanique. Ils ont découvert qu'à la différence de la croûte océanique voisine, composée de roches basaltiques récentes, la croûte entourant la Nouvelle-Zélande est constituée d'un mélange de granit ancien, de calcaire et de grès, caractéristique d'une croûte continentale. De plus, les chercheurs ont découvert une étroite bande de croûte océanique qui sépare l'Australie du territoire dissimulé de Zélandia. Cela prouve que ces 2 régions constituent des continents distincts. Il y a 85 millions d'années, la Zélandia s'est séparée du supercontinent Gondwana. Des millions d'années plus tard, la puissante plaque pacifique, véritable championne des plaques tectoniques, a plongé sous la croûte continentale de Zélandia. C'est ainsi que la racine de la Zélandia, cette connexion à sa croûte continentale, s'est rompue et s'est enfoncée dans les profondeurs marines. Et ce n'est pas la seule nouvelle tectonique provenant de cette région du monde. Il y a 120 millions d'années, l'Australie et l'Antarctique constituaient un seul et même morceau de terre. Après avoir emprunté des trajectoires différentes, l'Antarctique n'est pas parti sans rien emmener. Aujourd'hui, dans l'océan Indien, se trouve un plateau océanique qui, autrefois, était relié à un autre continent perdu, le microcontinent de Kerguelen. Les scientifiques estiment qu'il servait de pont terrestre entre l'Inde et l'Antarctique. Pour mieux comprendre, il suffit d'observer l'archipel des Kerguelen, situé dans l'océan Indien méridional. Ces îles sont le dernier vestige de cet ancien continent. Elles présentent un climat froid et sont couvertes de glaciers en raison de leur proximité avec l'Antarctique. Cependant, par le passé, le climat y était plus tempéré, avec des précipitations abondantes. La faune et la flore y étaient sans doute similaires à celles que l'on trouve actuellement dans les régions tropicales. Un autre continent perdu, quant à lui, ne se cache pas sous les flots, mais sous l'Europe elle-même. Il porte le nom de Grand Adria et entra en collision avec le continent européen avant de commencer à s'enfoncer sous celui-ci, il y a environ 100 millions d'années. Actuellement, il se trouve sous l'Italie,
la Grèce et les Balkans. Sa taille et même sa forme rappellent celle du Groenland, la plus vaste île au monde. Le Grand Adria n'est plus visible aujourd'hui, mais il a laissé de nombreuses traces. Certaines de ses parties ont été intégrées dans les Alpes. D'autres fragments se retrouvent dans l'Italie et la Croatie actuelle, de l'autre côté de la mer Adriatique. Les roches calcaires provenant de cet ancien continent ont commencé à se transformer une fois enfouies sous la masse terrestre européenne. La chaleur intense et la pression exercée durant des dizaines de millions d'années ont altéré leur structure. C'est ainsi que le calcaire a disparu au profit du marbre. Le Grand Adria n'était pas une terre solide comme le continent que nous connaissons aujourd'hui, mais plutôt une immense plateforme sous-marine peu profonde. Au fil du temps, le sable, la boue et diverses matières se sont accumulées sur cette plateforme pour progressivement se transformer en roche. Le Grand Adria pourrait avoir ressemblé à la Zélandia ou aux Keys de Floride, une chaîne d'îles située dans une mer peu profonde. Au-dessus de l'eau, il y avait probablement de nombreux îlots et archipels, tandis que sous les vagues, des récifs coralliens multicolores regorgèrent de vie. Si vous y aviez vécu à cette époque et disposiez d'un équipement de plongée, cet endroit aurait offert un cadre idéal pour l'exploration sous-marine. Avec tous les bouleversements liés au craton, qui sait, nous pourrions assister à l'émergence d'un nouveau continent dans l'avenir. L'étude approfondie de la croûte terrestre pourrait bouleverser notre compréhension de l'histoire de la planète. À Copenhague, des scientifiques ont fait une découverte fascinante concernant l'origine réelle de la Scandinavie. Et cela ne se situe pas là où l'on pensait. Après avoir analysé du sable et des roches provenant de régions isolées de la Finlande, ils ont conclu que les racines de la Scandinavie provenaient en fait du Groenland, il y a plus de 3,750 milliards d'années. Cela signifie que la région actuelle des pays nordiques, Danemark, Suède, Norvège et Finlande, est en réalité âgée de 250 millions d'années de plus que ce que les scientifiques imaginaient précédemment. Cette découverte a été rendue possible grâce à de minuscules cristaux appelés zircons, découverts dans les sables des rivières finlandaises. En étudiant leur composition chimique, les chercheurs ont constaté que l'âge des cristaux correspondait à celui des roches du Groenland et non de la Scandinavie. Les scientifiques ont utilisé des techniques spécifiques pour analyser des éléments tels que l'uranium, le plomb, le lutécium et l'hafnium, et ont ainsi déterminé que la base rocheuse de la Scandinavie s'était probablement détachée du Groenland il y a plusieurs milliards d'années. Une petite graine de terre aurait alors dérivé à travers la surface terrestre pendant des centaines de millions d'années. Ce fragment se serait finalement installé là où se trouve aujourd'hui la Finlande. Au fil du temps, de nouvelles couches rocheuses se sont formées autour de cette graine, donnant naissance à la Scandinavie que nous connaissons sur les cartes actuelles. Cette même étude pourrait nous inciter à revoir la manière dont les continents de la Terre se sont initialement formés. La théorie la plus répandue suggère que la croûte continentale a commencé à se développer dès la formation de la planète, il y a environ 4,6 milliards d'années. Toutefois, de récentes recherches montrent que la croissance des continents n'a commencé qu'1 milliard d'années plus tard. Selon les scientifiques, les continents terrestres auraient-ils peut-être vu le jour à partir de petites graines de croûte ancienne réparties en divers endroits de la planète. Ces graines se sont développées au fil du temps, formant les masses terrestres actuelles. Elles ne se retrouvent pas uniquement en Scandinavie, mais aussi en Australie, en Afrique du Sud et en Inde. Toutefois, les chercheurs ne savent pas si toutes ces graines proviennent du même endroit, ou si elles se sont développées indépendamment dans différentes régions. Il reste donc beaucoup à découvrir, et il est essentiel que les scientifiques poursuivent leur investigation pour déterminer si toutes ces graines anciennes sont connectées. Le lac Michigan est reconnu comme l'un des plus vastes et énigmatiques lacs d'eau douce des États-Unis. Récemment, dans ses profondeurs, les scientifiques ont mis au jour une découverte inexpliquée, d'immenses cratères circulaires éparpillés au fond du lac. Tout a débuté en 2022, lorsqu'une équipe de chercheurs entreprit de cartographier le fond du lac Michigan et d'y rechercher des épaves. Ils s'attendaient à y trouver un paysage typique fait de rochers ou de bancs de sable. Cependant, ce qu'ils ont aperçu sur leur sonar les a laissés sans voix. Des structures circulaires si parfaites qu'elles semblaient presque défier les lois de la nature. Ces formations se trouvent à environ 150 mètres sous la surface, dans des zones où l'eau devient opaque et insondable. Elles sont impressionnantes par leur taille, mesurant entre 90 et 180 mètres de diamètre, avec une profondeur pouvant atteindre 12 mètres. Et il y en a des dizaines, disposées avec une régularité surprenante, évoquant d'étranges empreintes.
mais l'équipe demeure perplexe quant à leur origine. Puis, en août 2024, le mystère s'est encore épaissi. Grâce à un véhicule télécommandé, les chercheurs ont pu examiner ces structures de plus près. Ils ont ainsi recensé une quarantaine de ces formations, totalement inédites dans l'histoire des Grands Lacs. Quelle pourrait être l'origine de ces cratères ? Serait-il possible qu'ils soient les traces d'un ancien événement géologique tombé dans l'oubli ? Si tel est le cas, il est intriguant de constater qu'ils soient demeurés intacts, préservés des perturbations au fil du temps. Différentes hypothèses ont émergé. Parmi elles, la possibilité qu'il s'agisse de dolines, ces effondrements soudains de la surface terrestre qui laissent apparaître des cavités béantes. La roche située sous la surface, souvent constituée de calcaire, se dissout lentement sous l'effet de l'eau, ce qui génère des cavités souterraines. Lorsque la surface située au-dessus de ces cavités devient incapable de supporter son propre poids, elle finit par s'effondrer, formant ainsi un trou. Imaginez cela comme lorsque vous enfoncez une paille à travers l'opercule d'une boisson. Les dolines peuvent être des creux modestes ou des cavités gigantesques pouvant atteindre jusqu'à 600 mètres de diamètre. Elles peuvent se former peu à peu ou apparaître brusquement. Parfois, elles sont capables d'engloutir des voitures, voire des bâtiments entiers. Le lac Michigan repose sur un substrat rocheux, composé de calcaire, une roche qui s'érode facilement sous l'action de l'eau. Ce phénomène a déjà été observé dans le lac Huron, où des dolines similaires ont été identifiées. Cependant, cette théorie présente certaines incohérences, pour ne pas dire des failles. Il est ainsi étonnant que toutes ces formations soient aussi imposantes. Et il est inhabituel, voire rare, que des dolines se forment dans le lit d'un lac. En outre, ces structures semblent s'organiser en un motif linéaire. Elles s'étendent principalement vers le sud, formant une ligne diffuse, ce qui est pour le moins curieux. Si ces formations sont réellement des dolines, elles semblent défier les règles de la géologie. Il pourrait également s'agir d'un processus nouveau et inhabituel, encore inconnu, qui se produirait sous la surface du lac. Mais une autre théorie pourrait expliquer ce mystère, celle des glaciers. Les glaciers, véritables fleuves de glace, ont couvert une grande partie de la Terre lors de la dernière ère glaciaire. Leur puissance est prodigieuse. Bien qu'ils avancent lentement, parfois de seulement quelques centimètres par jour, leur poids colossal leur permet de remodeler entièrement des paysages au fil des millénaires. En avançant, les glaciers broient et creusent dans les terrains situés sous eux, tels d'immenses bulldozers naturels. Leur masse, combinée à leur mouvement inexorable, érode tout sur son passage, qu'il s'agisse de roches, de sol ou même du substrat rocheux. Ce processus peut aboutir à la formation de profondes entailles dans la croûte terrestre, appelées vallées glaciaires. Durant l'âge de glace, de nombreux glaciers recouvraient le nord des États-Unis, y compris la région des Grands Lacs. S'ils ont traversé ce qui est aujourd'hui le lac Michigan, il est possible qu'ils aient creusé ces trous profonds. Les glaciers se déplacent généralement de manière relativement rectiligne. En avançant, ils érodent le terrain, mais l'intensité de l'érosion varie en fonction de la nature du substrat rocheux. Par exemple, les zones où la roche est plus tendre ou fracturée sont plus facilement sculptées et comprimées par le glacier, ce qui pourrait expliquer pourquoi certains trous sont plus grands et profonds que d'autres, les substrats rocheux plus durs étant moins affectés. Cependant, cette érosion ne génère généralement que de larges dépressions en forme de croissant, et non de vastes cratères circulaires comme ceux observés dans le lac Michigan. Une fois les glaciers fondus, les grands lacs se sont formés. Si les cratères se sont effectivement le résultat de l'activité glaciaire, il est possible qu'ils aient été submergés, devenant ainsi partie intégrante du lac Michigan. Mais cette théorie reste spéculative et nécessite davantage de preuves. Il existe toutefois une autre dimension à ce mystère. Ces cratères ne sont pas seulement des formations intrigantes. Ils pourraient en réalité renfermer de précieux indices sur les premières formes de vie terrestre. Certaines parties du lac Michigan, notamment les zones sombres, présentent une faible teneur en oxygène. On pourrait les considérer comme une version édulcorée des environnements océaniques profonds, souvent caractérisés par une grande absence d'oxygène. Par exemple, les évents hydrothermaux des grands fonds, des ouvertures sous-marines dans la croûte terrestre, contenant de l'eau chaude et minéralisée, et où l'oxygène est souvent rare. Or, certains organismes prospèrent dans des milieux comme ceux-ci. Par exemple, les Mysidae, de minuscules créatures semblables à des crevettes vivant dans les eaux froides et profondes. Et, à l'image des opossums,
Elles possèdent une poche pour transporter leurs petits. Ou encore, les Cotoidea des profondeurs, de petits poissons sédentaires qui prospèrent également dans les lacs froids. Ces créatures sont parfaitement adaptées à la vie dans les eaux sombres et restent généralement proches du fond du lac. On compte aussi d'étranges organismes, tels que les moules quagga invasives, qui s'apparentent à des coquillages. Ce sont de petites moules d'eau douce qui se sont répandues jusque dans les grands lacs. Elles s'accrochent aux surfaces et peuvent causer des problèmes aux écosystèmes en concurrençant les espèces indigènes pour la nourriture et l'espace. Tous ces organismes pourraient en se trouver dans le lac Michigan, et même bien d'autres. Il pourrait se trouver des microbes ou même des bactéries spécialement adaptées à ces conditions extrêmes, tout comme c'était le cas dans le lac Huron. Il n'y a qu'un petit nombre de créatures capables de survivre profondément à l'intérieur de ces cratères, et leur étude pourrait nous offrir de précieux indices sur la manière dont la vie a prospéré dans les anciens océans, pauvres en oxygène. C'est précisément dans des environnements similaires que certaines des premières formes de vie se sont épanouies. La Terre primitive possédait une atmosphère contenant peu d'oxygène, mais était bien plus chaude, et d'anciens micro-organismes s'étaient adaptés à ces conditions. Les grands lacs, notamment le lac Michigan, ont toujours eu une réputation quelque peu fantomatique. Rien que cette mission qui avait été organisée pour étudier les épaves, il y en avait environ 6000 dans les grands lacs. De nombreuses épaves reposent encore sur les fonds lacustres, préservés par les eaux froides. Et les naufrages ne sont pas les seuls phénomènes étranges liés aux grands lacs. Au fil des ans, nombre de disparitions sont restées inexpliquées. Des bateaux et même des avions volatilisés sans laisser de traces. Les lacs, souvent calmes en surface, peuvent soudain s'avérer dangereux avec des tempêtes imprévisibles et de grandes vagues, menant à ces nombreuses catastrophes. Sans même parler de toutes les choses effrayantes observées là-bas au fil des siècles, comme les lumières fantomatiques au-dessus de l'eau ou des phénomènes météorologiques étranges tels que des brumes inquiétantes qui semblent surgir de nulle part. En 2007, une structure préhistorique, ressemblant un peu à Stonehenge, a même été découverte dans le lac, bien qu'elle soit beaucoup plus petite. Il se trouvait à environ 12 mètres sous la surface, au cœur de la baie de Grand Traverse. On estime qu'il aurait près de 9000 ans, soit bien plus vieux que Stonehenge. Il semble être une empreinte de ceux qui ont vécu dans cette région il y a des millénaires. Ces pierres massives sont disposées selon un motif sinueux s'étendant sur plus d'1 kilomètre. Elles varient en taille, allant de celle d'un ballon de basket à celle de voitures compactes. Cependant, l'une d'entre elles se distingue particulièrement. Un rocher mesurant entre 1,10 m et 1,20 m de hauteur pour 1,50 m de large, orné de l'image d'un mastodonte. Une créature qui parcourait la Terre il y a environ 11 000 ans avant de disparaître. Il est probable qu'il se soit enfoncé à cet endroit à la fin de la dernière ère glaciaire, mentionnée un peu plus tôt. Cette période a profondément remodelé la région. Tandis que cet emplacement est aujourd'hui submergé, il s'agissait à l'époque de terre ferme. Ces pierres semblent donc avoir été créées par les gens qui habitaient dans les lieux, bien que leur fonction reste incertaine. Marquait-elle un terrain de chasse? Ou bien s'agissait-il d'un ancien calendrier? Qui sait? À peine 15% du fond des grands lacs a été exploré. Aujourd'hui, les scientifiques s'apprêtent à mener des recherches beaucoup plus approfondies, tant sur le plan littéral que métaphorique. Ils souhaitent analyser le fond du lac qui entoure ces cratères, dans l'espoir que certains éléments présents dans leur environnement aient pu être à l'origine de leur formation. Ils mènent des initiatives telles que le Lakebed 2030, visant à cartographier l'ensemble du paysage sous-marin. Cela nous permettrait d'en apprendre énormément sur le lac Michigan et le passé de notre planète. Qui sait quels secrets ces eaux sombres pourraient encore nous révéler? Vous voilà enfin arrivé. Le soleil darde ses rayons ardents et la soif vous tenaille. Votre esprit ne peut s'empêcher de penser à l'eau et aux ossements qui gisent sous vos pieds. Vous errez à travers le Sahara, le plus vaste désert chaud de la planète. En ce moment, vous traversez une étendue de sable appelée la vallée des baleines. Sur ces 200 km², le sol est si densément parsemé de fossiles qu'il est impossible de ne pas marcher dessus. Le paléontologue Hesham Salam décrit cette scène comme typique de la région. Les ossements émergent des falaises, semblant presque vous inviter à les examiner. Des côtes éparpillées jonchent le sol, et ces vertèbres gigantesques attirent votre regard. Imaginez la créature à laquelle elles appartenaient. Elles pouvaient atteindre jusqu'à 20 mètres de long. Les fossiles révèlent un corps profilé rappelant celui des baleines modernes, tout en conservant des traits ancestraux, tels que des pattes arrière et des pieds.
Pour les scientifiques, cela pourrait indiquer la découverte d'un squelette complet d'une baleine préhistorique, une créature qui peuplait cette région lorsque l'Égypte était submergée par les eaux. Aujourd'hui, la vallée des baleines constitue le plus grand cimetière mondial de baleines anciennes. Vous pourriez vous interroger sur la présence de créatures marines en plein désert, à plus de 100 km de la côte la plus proche. Eh bien, il y a des millions d'années, ce désert formait le fond d'un immense océan, la Thétis, qui s'étendait de l'Europe jusqu'à l'Inde. Lorsque le niveau des eaux a baissé, l'océan a laissé derrière lui un ancien fond marin, désormais jonché de fossiles. Les fossiles de certaines des plus anciennes espèces de baleines connues reposent ici, offrant aux chercheurs une perspective unique sur l'évolution des gigantesques cétacés modernes. Ces vestiges sont d'une précision remarquable, certains conservant même des contenus stomacaux intacts. Les scientifiques ont également mis au jour des fossiles d'anciens requins, crocodiles et tortues, permettant de reconstituer l'apparence de ce monde marin disparu depuis des millions d'années. Les premiers ossements de baleines furent découverts en 1902, mais ce n'est qu'à partir des années 80 que la région fut réellement explorée, lorsque son accès s'améliora. Malheureusement, avant que le site ne bénéficie d'une protection officielle, plusieurs vestiges furent prélevés par des collectionneurs. La majorité des fossiles, à peine enfouis sous la surface, sont progressivement mis au jour par l'érosion. La vallée des baleines offre une fenêtre fascinante sur des millions d'années de vie côtière ancienne. Mais avançons davantage. Les fossiles d'anciennes baleines ne constituent pas l'unique découverte qui vous attend aujourd'hui. Pendant plus de 150 ans, les scientifiques ont été intrigués par une créature étrange ayant vécu il y a des millions d'années. Grâce à d'exceptionnels fossiles mis au jour au Maroc, le mystère est enfin résolu. Regardez plutôt, ces créatures portent le nom de stylophores. Elles ressemblaient à une armure aplatie d'où émergeait un long bras. Les chercheurs ont découvert ces spécimens en 2014 et ont été stupéfaits. Les fossiles remontaient à environ 478 millions d'années. Près de 450 spécimens ont été retrouvés et, fait rarissime, certains présentaient encore des tissus mous préservés. Jusqu'alors, les stylophores étaient uniquement connus via leur partie dure et, initialement, les scientifiques les considéraient comme de simples échinodermes, à l'image des oursins et des étoiles de mer. Mais de récentes découvertes révèlent qu'ils possédaient un corps central et un bras nourricier, semblable à celui des étoiles de mer, équipés d'un système vasculaire aquifère facilitant leur déplacement et leur alimentation. Cette découverte met fin à un débat de longue date concernant la place des stylophores dans l'arbre phylogénétique. Nous savons désormais qu'ils sont apparentés aux échinodermes, mais qu'ils s'en distinguent par l'absence d'une symétrie à 5 rayons. Venez admirer ce fossile gigantesque. Découvert dans le Sahara, il a permis aux scientifiques d'approfondir leurs connaissances sur le spinosaure, le plus grand dinosaure carnivore connu. Ces vestiges, datant de 95 millions d'années, confirment qu'il s'agissait aussi du premier dinosaure nageur identifié. Le spinosaure possédait des pieds plats en forme de pagaie et des narines situées au sommet de son crâne, semblables à celui d'un crocodile, des caractéristiques idéales pour la vie aquatique. Ce dinosaure étonnant, avec son long cou, son tronc, sa queue et une crête de 2 mètres sur le dos, passait vraisemblablement beaucoup de temps dans l'eau. Avec une longueur dépassant les 15 mètres, il pourrait même avoir été plus imposant que le tyrannosaure. Les premiers restes de spinosaures ont été découverts en Égypte il y a environ un siècle, mais ce n'est qu'avec ce fossile marocain que les scientifiques ont pu reconstruire l'anatomie de cet incroyable dinosaure. Les chercheurs ont porté une attention particulière à ses membres postérieurs raccourcis et à ses larges griffes, des adaptations typiques de la vie aquatique. Son museau allongé et la densité de ses os confirment également ses aptitudes de nageur, tandis que sa crête devait probablement jouer un rôle dans l'attraction de partenaires. Et salut beau gosse! Voici une autre découverte impressionnante réalisée en Tunisie. Des restes de Machimosaurus rex. Considéré jusqu'à présent comme le plus grand crocodile jamais identifié, ce reptile ancien mesurait près de 10 mètres de long pour un poids d'environ 3 tonnes. Il régnait en prédateur dominant il y a environ 130 millions d'années, avec un crâne mesurant plus d'1,50 m. Cette découverte est significative, car elle prouve que ces crocodiles ont survécu bien plus longtemps qu'on ne le pensait. Avant cela, les scientifiques estimaient qu'ils avaient disparu lors d'un épisode mineur d'extinction entre les périodes Jurassique et Crétacé. Revenons au fait que le Sahara, autrefois recouvert d'eau, abritait certaines des créatures marines les plus gigantesques jamais connues.
Une étude parue dans le bulletin du Muséum américain d'histoire naturelle mentionne un ancien plan d'eau appelé la voie maritime transsaharienne. Il aurait existé entre 100 et 50 millions d'années auparavant et s'étendait sur une partie de l'Afrique de l'Ouest. Les scientifiques ont passé près de 2 décennies à reconstituer cet écosystème préhistorique. Ils ont découvert qu'il était chaud et peu profond, accueillant des créatures terrifiantes telles que des silures d'1,50 m et des serpents de mer de 12 mètres. Effrayant, non? Ce réseau maritime, isolé des grands océans pendant de longues périodes, aurait favorisé l'augmentation de la taille de ses prédateurs, grâce à une disponibilité constante des ressources. C'est un cas classique d'évolution, conduisant au phénomène que les scientifiques nomment gigantisme, dans des environnements isolés. Par ailleurs, toute cette eau n'a pas disparu sans laisser de traces. Sous les dunes du Sahara, les chercheurs ont mis au jour un gigantesque lac ancien surnommé Mégalac, un nom bien mérité. Ce lac s'est formé il y a environ 250 000 ans, lorsque le Nil a inondé l'est du Sahara. À son apogée, il couvrait plus de 100 000 km², soit environ la moitié de la superficie du Kansas. Les scientifiques ont également découvert des traces d'un lac plus petit, situé à 150 km à l'ouest du Nil, à un niveau légèrement inférieur et couvrant près de 50 000 km². Tout cela s'ajoute aux preuves croissantes qu'il existait jadis de nombreux lacs en Afrique du Nord, lesquels auraient pu former des routes de migration, facilitant ainsi les déplacements des premiers humains à travers le continent. Le Sahara ne recèle pas seulement des fossiles d'animaux étranges. En mai 2020, des roches inhabituelles, ornées de cristaux verdâtres, ont été découvertes dans une région sablonneuse du sud de l'Algérie. Après analyse, les scientifiques ont conclu que ces roches ne provenaient pas de la Terre, mais étaient en réalité des fragments d'une météorite baptisée Erg Chech 0023. Cette météorite est extrêmement ancienne, étant considérée comme la plus vieille roche volcanique jamais trouvée. Elle s'est formée il y a des milliards d'années, dans le cœur incandescent d'une protoplanète aujourd'hui disparue. Une étude récente, publiée dans Nature Communications, a révélé que l'analyse des isotopes de plomb et d'uranium présents dans Erg Chech 002 a permis de la dater à plus de 4,5 milliards d'années. Une autre découverte intrigante réalisée dans le Sahara s'est avérée totalement inattendue. Les scientifiques y ont mis au jour ce qu'ils estiment être les couleurs les plus anciennes au monde, d'un rose éclatant. Ces pigments, extraits de roches vieilles d'environ 1,1 milliard d'années, proviennent de micro-organismes, à une époque où les animaux n'existaient pas encore. Cette découverte a été réalisée par un doctorant, qui a broyé les roches anciennes et étudié leurs pigments. Ces derniers se sont avérés être une chlorophylle ancienne issue d'organismes photosynthétiques qui vivaient dans un océan depuis longtemps disparu. Les chercheurs sont désormais convaincus que cette découverte pourrait nous éclairer sur la raison pour laquelle des organismes plus grands et plus complexes sont apparus bien plus tard dans notre histoire. Avant que ces pigments roses ne soient découverts, les scientifiques ignoraient ce qui freinait l'évolution des grands animaux dans la chaîne alimentaire. Ils comprennent désormais que des cyanobactéries microscopiques se trouvaient à la base de cette chaîne. Cette découverte ne se limite pas à l'identification de pigments anciens, mais représente une avancée majeure dans la compréhension de l'histoire de la vie sur notre planète. Il y a 66 millions d'années, peut-être au mois de septembre, un énorme astéroïde a percuté la Terre, semant le chaos et la dévastation. Les conséquences tragiques de cette collision terrifiante ont entraîné l'extinction des dinosaures. Oui, je veux parler de l'astéroïde de Chicxulub qui a laissé un énorme cratère au Mexique et a changé la vie sur Terre pour toujours. Aujourd'hui, il s'avère que ce n'est pas la seule roche cosmique à avoir frappé notre planète à cette époque. Les scientifiques viennent de confirmer l'existence d'un autre astéroïde. Ce deuxième astéroïde n'était pas aussi gros que Chicxulub, mais il a tout de même eu un sacré impact. Il s'est écrasé au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest, s'enfonçant dans l'océan et laissant derrière lui un cratère, le cratère Nadir. Et croyez-moi, ses effets sont loin d'avoir été insignifiants. L'impact a été si puissant qu'il a déclenché un véritable tsunami. Ces vagues se sont dressées à plus de 790 mètres de hauteur, soit presque la taille de Burj Khalifa, la plus haute structure jamais construite par l'homme. Mais comment en sommes-nous arrivés à la conclusion qu'il y avait eu un deuxième impact? Wisdin Nicholson, de l'université Heriot-Watt, a repéré le cratère Nadir en 2022.
Le docteur Nicholson examinait des images à haute résolution du plancher océanique lorsqu'il a remarqué une énorme dépression de 9 km de large sous près de 305 mètres d'eau. Il a pensé qu'il pouvait s'agir d'un cratère d'impact d'astéroïdes, mais à l'époque, les preuves dont il disposait n'étaient pas suffisamment solides. Aujourd'hui, les scientifiques ont confirmé qu'il s'agissait bien d'un cratère. Un deuxième astéroïde a bel et bien frappé la Terre à l'époque de l'extinction des dinosaures. Voyons maintenant comment ils ont compris cela. Tout d'abord, il y a eu ces images sismiques 3D de très haute résolution. Elles ont permis aux chercheurs de séparer les couches du plancher océanique et d'obtenir une vue parfaitement nette du cratère. C'est un peu comme quand on passe d'une échographie floue à des scans en 3D où tous les détails sont visibles. Leurs conclusions ont confirmé que le cratère avait été créé par un astéroïde d'une largeur comprise entre 457 et 500 mètres. L'impact a été si intense qu'il a produit un pic central, formé des crêtes autour du cratère et même endommagé une zone périphérique de plusieurs milliers de kilomètres. À l'aide de ces images très détaillées, les scientifiques ont réussi à reconstituer ce qui s'est passé juste après que l'astéroïde a heurté la surface de notre planète. Il a d'abord percuté l'océan, créant un premier cratère en forme de cuvette. Au fur et à mesure que l'onde de choc s'est propagée, les fonds marins ont été si violemment secoués qu'il y a eu plusieurs glissements de terrain. Les sédiments meubles entourant le cratère se sont effondrés vers l'intérieur, créant un rebord bien visible. Comme vous le savez déjà, l'impact a également déclenché un tsunami dont la puissance a été telle que les vagues ne se sont pas contentées de s'étendre vers l'extérieur, mais se sont retournées vers le cratère, laissant d'énormes cicatrices sur le fond océanique. Et il ne s'agissait pas d'une seule grande vague. Non, il y en a eu toute une série, une succession de tsunamis détruisant tout sur leur passage. Ce deuxième impact d'astéroïde est un événement majeur pour les scientifiques. C'est une occasion rare pour eux d'étudier un cratère d'impact marin dans ses moindres détails. Il n'existe qu'une vingtaine de cratères marins confirmés dans le monde, et aucun d'entre eux n'a été observé avec une telle précision. En outre, ces données permettent aux scientifiques de tester de nouvelles idées sur la formation des cratères en milieu aquatique. Contrairement aux cratères terrestres, les cratères marins sont cachés sous des couches de sédiments, ce qui les rend difficiles à étudier. Mais grâce à cette nouvelle imagerie en 3D, nous pouvons observer le cratère sur toutes ses couches. C'est comme si l'on coupait un gâteau pour voir de quoi il est fait. Le docteur Nicholson et son équipe rêvent maintenant de réaliser des forages dans le cratère afin de prélever des échantillons dans les profondeurs du plancher océanique. Cela leur permettrait de mesurer la pression de choc lors de l'impact et de comprendre ce qui s'est passé dans les minutes, les heures et les jours qui ont suivi la collision. Bien entendu, l'astéroïde de Chicxulub reste la vedette de l'extinction des dinosaures. Ce voyageur de l'espace était gigantesque. Il mesurait entre 10 et 14 km de large. Il a heurté la Terre sous un angle dévastateur, projetant des roches et des gaz vaporisés dans l'atmosphère. Il a provoqué un hiver d'impact qui a duré 15 ans, car tous ces éléments ont bloqué le Soleil et plongé la Terre dans l'obscurité. Le plus intrigant, c'est que certains experts pensent que l'astéroïde Nadir pourrait en fait être un fragment de Chicxulub qui se serait détaché avant que ce dernier ne percute la Terre. Ce n'est encore qu'une théorie, mais si c'est vrai, cela pourrait signifier que notre planète a été victime d'un impact double en provenance de l'espace. Remontons maintenant dans le temps, jusqu'en 1908 et en Sibérie. Regardez autour de vous. Vous ne voyez rien d'autre que des arbres et des rivières. Et soudain, un énorme objet, d'un diamètre de 45 à 90 mètres, traverse l'atmosphère terrestre. Est-ce une comète? Un astéroïde? Les scientifiques n'en sont pas sûrs. Ce dont ils sont sûrs, c'est que cet intrus a explosé dans le ciel de la Tunguska, provoquant l'une des plus puissantes explosions de l'histoire. Il a complètement rasé la forêt en contrebas, abattant 80 millions d'arbres sur une superficie d'environ 2150 km². C'est une superficie supérieure à celle de villes comme Los Angeles ou New York. Les arbres ont été littéralement aplatis et leurs troncs dépouillés de leurs branches. Autour de l'épicentre, ils formaient un étrange motif radial. Et si cette explosion s'était produite au-dessus d'une ville? Tous les bâtiments auraient été détruits et d'innombrables vies auraient été perdues. Heureusement, cette catastrophe s'est produite dans une région très reculée de la Sibérie. Mais le plus effrayant, lorsque les scientifiques sont finalement arrivés dans la région des années plus tard, ils n'ont trouvé aucun cratère d'impact. Il n'est donc pas étonnant que le mystère reste entier.
L'explication la plus logique est que lorsque l'objet a explosé dans le ciel, probablement à une distance de 5 à 10 km au-dessus des terres, il s'est désintégré avant de toucher le sol, ce qui n'a pas empêché l'explosion de raser une forêt entière. En 2013, un autre événement époustouflant s'est produit, cette fois au-dessus d'une zone beaucoup plus peuplée, la ville de Tcheliabinsk. C'est par une matinée ordinaire de février qu'un astéroïde d'environ 18 mètres de diamètre est entré dans l'atmosphère terrestre, illuminant le ciel. Il se déplaçait à une vitesse avoisinant les 70 000 km par heure. Il a explosé en plein vol, à environ 29 km au-dessus de la ville. Le spectacle était terrifiant, mais heureusement, l'astéroïde s'est désintégré suffisamment haut dans l'atmosphère et n'a pas touché le sol. S'il l'avait fait, la ville aurait eu de très gros problèmes. En effet, même s'il n'y a pas eu d'impact direct, l'explosion a tout de même créé une onde de choc qui a traversé l'atmosphère et frappé le sol avec suffisamment de force pour briser toutes les vitres. L'explosion a endommagé environ 7200 bâtiments, mais par chance, il n'y a pas eu de victimes directes. Il n'en reste pas moins que cette explosion a été un véritable signal d'alarme. Il ne s'agissait pas d'un événement cosmique lointain comme celui de la Tunguska. Cet astéroïde a explosé au-dessus d'une zone moderne et peuplée, et les dégâts sont bien réels. La bonne nouvelle, les scientifiques parviennent de mieux en mieux à repérer ces objets avant qu'ils ne s'approchent ni trop près. Les agences spatiales du monde entier, comme la NASA, suivent à la trace les objets géocroiseurs afin de déterminer ceux qui pourraient présenter un risque. Mais comme ces deux événements le montrent, il arrive que des roches spatiales nous surprennent. Et si les chances d'un impact majeur sont faibles, les enjeux demeurent très importants. À l'heure actuelle, la NASA surveille un astéroïde. Il s'agit de Bennu, qui fait à peu près la même taille que l'impacteur Nadir. Bennu est considéré comme l'un des objets les plus dangereux en orbite proche de la Terre. Selon la NASA, il existe un faible risque qu'il percute la Terre entre les années 2178 et 2290, avec un danger maximal le 24 septembre 2082. Mais ne paniquez pas tout de suite. La probabilité d'un impact n'est que de 1 sur 2700. Cela nous rappelle tout de même que la Terre n'est pas à l'abri d'une catastrophe cosmique.